Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui portera sur le spectre d'une guerre civile qui plane sur le Cameroun. Oui, mesdames et messieurs, chers compatriotes camerounais, cela va sans doute vous surprendre. Le spectre de la guerre civile plane sur le Cameroun. Une guerre civile qui résulte ou qui résulterait de succession entre trois clans qui s'affrontent. Le premier clan est celui des Boulous, qui est incarné par Frank Biya. Le deuxième clan est celui des Nanga, qui est incarné par l'homme à la punk, Ferdinand Ngongo, l'actuel président de la République du Cameroun bis, ou si vous voulez, l'actuel secrétaire général à la présidence de la République, qui, à cette date du 9 décembre 2021, entame sa 10e année en tant que secrétaire général à la présidence de la République. Oui, cela fait très exactement 10 ans que Ferdinand Ngongo a été nommé secrétaire général à la présidence. Et si mes souvenirs sont exacts, Ferdinand Ngongo est celui qui bat le record de longévité à ce poste-là. Alors, le troisième clan est donc celui des nordistes. Parce que n'oubliez pas que nos compatriotes originaires de la partie septentrionale du pays sont à l'affût et joueront un rôle de trouble-fête dans ces batailles de succession, puisqu'ils estiment que le pouvoir doit repartir d'où il est venu le 6 novembre 1982. Mesdames et messieurs, si je parle d'une guerre civile qui se profile à l'horizon au Cameroun, c'est du fait des agissements d'un groupuscule d'individus, d'un groupe que je désigne très souvent ici comme étant le club Essingan. Le club Essingan, c'est ce regroupement d'élites petits inutiles, une élite prédatrice, une élite criminelle, une élite bourgeoise, une élite incompétente qui s'agrippe contre vents et marées à l'appareil de l'État pour survivre. C'est donc de cela qu'il sera question au cours de ce show YouTube, mesdames et messieurs. Alors, comment les Essingans en sont arrivés à s'accrocher autant qu'ils le font au pouvoir? D'abord, d'où vient le nom Essingan? Mesdames et messieurs, lorsqu'Amadou Ahidjo rend sa démission le 4 novembre 1982, il cède le pouvoir à Paul Biya, alors Premier ministre. Il le dit d'ailleurs dans son discours de démission, c'est-à-dire de manière non équivoque, qu'il confie les rênes du pouvoir à son successeur, Paul Biya. Or, il se trouve que Paul Biya est un Ekambeti, originaire du centre-sud. À l'époque, la région s'appelait, la province, à l'époque s'appelait le centre-sud. Alors, ses frères du village estiment que leur tour est arrivé de contrôler l'appareil de l'État. Leur tour est arrivé de gouverner. Leur tour est arrivé de diriger. D'où la création d'un lobby, d'un groupe de pression appelé Essingan. Et qui a créé
Lessingan. C'est l'un des membres du Conseil constitutionnel qui s'appelle Joseph Owona, le professeur Joseph Owona. C'est lui qui a rassemblé un certain nombre d'élites originaires du centre, du sud et de l'est autour de ce groupe de pression appelé Essingan. Et l'objectif de ce groupe de pression était de pousser Paul Biya à se débarrasser de la vieille garde, rester fidèle à Amadou Ahidjo. Et ainsi, ils allaient se mettre au devant de la scène dans la répartition des postes stratégiques au sommet de l'État du Cameroun. Mesdames et messieurs, lorsque je parle souvent du club Essingan, il s'agit donc de ce groupe de personnes, des élites petits inutiles, qui n'ont pour seule ambition que de s'enrichir à outrance au détriment de la population, au détriment de la majorité du peuple camerounais, y compris les populations originaires du centre, du sud et de l'est, qui croupissent dans une misère abjecte. Mesdames et messieurs, lorsque je parle, lorsque je dénonce, je critique très souvent ce club Essingan, je ne parle pas de ces gens ex nihilo. Je m'appuie sur les observations faites à une certaine époque par un homme qui n'était pas, qui de son vivant, parce qu'il est décédé aujourd'hui, n'était pas n'importe qui dans le sérail camerounais. Il s'appelait Jean Fauchivé. Jean Fauchivé était le tout-puissant, mais alors le très influent patron des services secrets camerounais, de la police politique camerounaise. À l'époque, Damat a dit qu'il a incarné aussi bien toute l'époque d'Amadou Ahidjo que les 15 premières années de l'ère Biya. C'est-à-dire qu'il a incarné ces différents pouvoirs à l'absurde. Parce que pour qui connaît Fauchivé à l'époque, est à même de dire que ce n'était pas quelqu'un qu'il fallait côtoyer. C'était quelqu'un d'influent, c'était un monstre, c'était un lion, Jean Fauchivé. Alors, dans un ouvrage intitulé « Les révélations de Jean Fauchivé », c'est-à-dire que l'ex-patron ou l'ancien patron des services secrets camerounais s'était confié à son cousin Frédéric Fankam, qui a d'ailleurs compilé le contenu de la conversation qu'ils ont eue tous les deux dans ce livre-là. Ce livre, je vais vous le présenter. Il s'agit des révélations de Jean Fauchivé, le chef de la police politique des présidents Ahidjo et Biya. Et à la page 145 de cet ouvrage, de ce livre, Jean Fauchivé faisait déjà allusion à l'Essingan. Je vais partager avec vous quelques extraits de cet ouvrage concernant le club Essingan. Il dit, parce que là, il parle du coup d'État manqué du 6 avril 1984, parce que il en arrive à la conclusion, parce que Jean Fauchivé avait mené des enquêtes sur le coup d'État manqué du 6 avril 1984 et il en est arrivé à la conclusion selon laquelle
le coup d'État manqué 1982, du 6 avril 1984 était un prétexte, c'est-à-dire que c'était un montage créé par ces élites petits inutiles, ces essingans, dans le but, c'est-à-dire que c'était une situation créée par cette élite-là pour se débarrasser des officiers généraux, supérieurs, bref, de tout ce qui incarnait Ahidjo au sein de la hiérarchie militaire. J'aimerais donc partager avec vous, mesdames et messieurs, quelques extraits de ce que Jean Fauchivet pensait de l'Essingan, de cette élite petit inutile qui gouverne, qui dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Il faut noter en passant que tout ceci n'était pas pensé dans le seul but d'asseoir le pouvoir de Paul Biya. Donc, c'est-à-dire que le coup d'État manqué le montage du coup d'État manqué du 6 avril 1984 n'avait pas pour seul but de permettre à Biya de consolider son pouvoir, mais pour implanter l'autorité, le pouvoir et la suprématie de la tribu Beti. Ce n'est pas Michel Biemton qui parle, c'est bel et bien Fauchivet qui a révélé cela à son cousin Frédéric Fenkam, qui est l'auteur de l'ouvrage dont je suis en train de lire un extrait. Il est aussi très important de faire cette différence. Sinon, il serait très difficile de comprendre la politique camerounaise sous le règne de M. Biya. Tout en haut, écoutez bien comment il décrit. Tout en haut, il y a le clan. Et quand il parle du clan, il fait allusion au club Essingan. Il y a le clan qui est la structure suprême et qui actuellement gouverne au Cameroun. Ensuite vient M. Biya, qui est l'exécutif. S'il le fallait, le clan serait prêt à le sacrifier et le remplacer par un autre fils de la tribu. Ce n'est pas Biemton qui parle, c'est Jean Fauchivet qui le disait de son vivant. Et il conversait avec un de ses cousins, un de ses neveux, pardon, pas le cousin, c'est le neveu. Frédéric Fenkam, c'était le neveu de Jean Fauchivet. Il dit, s'il le fallait, le clan, c'est-à-dire le club Essingan, serait prêt à le sacrifier et le remplacer par un autre fils de la tribu. Car, il faut le souligner en passant, le clan est sérieusement armé. Écoutez très bien, ça c'est pour Fauchivet qui parlait comme ça. Le clan est sérieusement armé et militairement bien protégé. La question qui se pose est celle-ci. Jusqu'à quel niveau le chef de l'État est impliqué dans cette affaire? Nul ne peut le dire. Bon, je préfère m'arrêter là. Vous-même, vous avez suivi, mesdames et messieurs, de la bouche de Fauchivet ce qu'il pensait du club Essingan. Et s'il vous plaît, cette situation qu'il décrivait si bien en tant que l'ossature des régimes Ahidjo et Biya, en tant que patron des toutes puissantes, d'abord CEDOC, puis DIRDOC, après le CNR, etc., etc. Tous les Camerounais savent qui était Fauchivet. Mais il a si bien décrit les méthodes, les agissements du club Essingan. Quelques années seulement après l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, il dit que Paul Biya est prisonnier du club Essingan. À tel point que ce club Essingan est capable de le sacrifier et de le remplacer par quelqu'un d'autre. C'est Jean Fauchivet qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc, et la situation qu'il décrit ne date pas seulement de l'époque, hein, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Alors, comme Fauchivet l'a donc si bien dit, à travers le coup d'État manqué du 6 avril 1984,
Le club Essingan s'est donc installé au pouvoir, a étendu ses tentacules dans l'essentiel de l'appareil de l'État qu'il contrôle et a surtout abattu toutes les personnes qui se sont mises en travers de son chemin. Toutes les personnes qui ont tenté de prendre ce pouvoir, soit par les urnes, soit par la rue, soit par des revendications sociopolitiques, etc., etc. Et c'est ainsi que, en 1990, c'est-à-dire que lors de ce qu'on a appelé à l'époque les années de braise, lorsque les étudiants de l'université de Yaoundé se sont constitués autour d'un mouvement appelé le Parlement pour revendiquer non seulement de meilleures conditions d'études à l'université, mais aussi la démocratisation de l'espace politique. Ce club Essingan a créé des milices un peu comme les Interahamwe au Rwanda, les Nkulunam, les cafés et tout, c'est-à-dire que chaque fois, et remarquez très bien, que chaque fois que le pouvoir Biya est menacé, toutes les personnes qui sont mises à contribution pour protéger le pouvoir Biya, c'est-à-dire que tous les groupuscules ou alors les personnes mises à contribution sont pour la plupart des originaires du centre, du sud et de l'est. Excusez-moi, ce n'est pas par tribalisme que je le dis, c'est une situation qui est réelle et que je décris. D'ailleurs, comme je vous l'ai toujours dit, moi qui vous parle, je suis Beti de par les origines de ma mère. Donc, je ne saurais, je ne pourrais jamais venir ici devant ce microphone pour stigmatiser toute une ethnie, toute une tribu. Non, je décris une situation que les Camerounais eux-mêmes vivent au quotidien. Alors, remarquez très bien que chaque fois que le pouvoir de Yaoundé est dos au mur, toutes les personnes ou les groupes de personnes qui sont mobilisés pour protéger ce pouvoir-là sont pour la plupart originaires du centre-sud et sont pour la plupart des petits. Et même sur les réseaux sociaux, là, chaque fois que les activistes anti-Biya publient un post qui ne caresse pas le régime dans le sens du poil, remarquez très bien que tous ceux qui commentent négativement le post, s'il ne s'appelle pas Atangna, il s'appelle Ondoa. S'il ne s'appelle pas Ondoa, il s'appelle Belinga. S'il ne s'appelle pas Belinga, il s'appelle Mvogo, etc., etc. Donc, vous comprenez, mesdames et messieurs, que Essingan, c'est-à-dire que quand vous m'entendez parler d'Essingan là, c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est une réalité, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas du tribalisme à outrance, non, c'est une réalité que je décris. Alors, pour revenir donc aux années 90, quand les étudiants ont donc commencé à revendiquer, le 6 mai 1991, tous ceux qui étaient étudiants à l'université de Yaoundé se rappellent très bien de cette date. Le 6 mai 1991, les Essingan ont lâché au campus de Ngouaekele leurs milices, les Nkulnam, les cafés, etc. Ils appelaient ça les groupes d'autodéfense, qui se sont mis à pourchasser les étudiants, les membres du Parlement, à l'aide des machettes, parce qu'ils avaient des machettes, des gourdins, des fusils même pour certains. Ils étaient en train de pourchasser les étudiants qui fuyaient. D'aucuns sont sortis du campus pour se retrouver du côté de l'Odobili, là où se trouve la garde présidentielle. D'autres ont fui jusqu'à Biémassi, etc.
il y a eu massacre, beaucoup d'étudiants sont morts. Beaucoup d'étudiants sont morts. Juste parce qu'il fallait protéger un pouvoir qui était en train de flancher. Ah oui. C'est-à-dire que Ahidjo leur a donné le pouvoir parce que Ahidjo pouvait bien confier le pouvoir à un de ses frères. Non, c'est parce qu'il avait le sens de l'État. Il a dit non, il faut que je confie le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne soit pas originaire de ma province, de la province d'où je viens. Non. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit du nord. Il faut que ce soit quelqu'un du sud. S'il était aussi dans le même esprit que ces Singans-là, il confiait le pouvoir à Sadou Daoudou, ou alors, je ne sais pas, Maïkano Abdoulaye, ou alors au papa de Alamine Ousmane Mela. Il s'appelait comment, le tout-puissant gouverneur du Nord, là, Ousmane Mey, je crois que c'était son nom. Mais, parce qu'il était respectueux des institutions du pays, il a dit non. Il préfère confier le pouvoir à un Camerounais qui ne soit pas originaire comme lui de la province du Nord. Bon, après donc que Essingan ait réussi à neutraliser les membres du Parlement, parce que beaucoup sont même allés ont été contraints d'aller en exil. Les généraux Wanto, les Emmanuel Kemta que vous voyez aujourd'hui là au sein de la basse, ils faisaient partie de ces étudiants-là, des membres du Parlement qui étaient traqués par les Nkoulnam, les cafés, les autodéfenses, c'est-à-dire que ces milices terroristes créées par Essingan. Et même quand, à l'issue de la présidentielle de 92, tout le monde sait que c'est John Frunzi qui avait gagné les élections présidentielles. Tout le monde le sait. Alors, grâce à la France, notamment la compagnie pétrolière Elf, le club Essingan a réussi à reprendre la main. Surtout que si la victoire de Frunzi avait été proclamée, il y a un agent secret français qui s'appelle Paul Baril. Il était déjà positionné au niveau de Yaoundé parce qu'il était question que des milices un peu comme les Interahamwe au Rwanda soient créées pour s'attaquer aux anglophones et aux Bamileke. Donc le génocide qui a eu lieu au Rwanda là, devait en réalité avoir lieu au Cameroun à l'issue de la présidentielle de 1992. Si Frunzi, un anglophone, était proclamé vainqueur. Et ce sont les milices Beti qui devaient mener cette, on va dire, cette bataille contre les anglo-bamis, comme on les appelait à l'époque. Alors, de fil à aiguille, donc, le club Essingan s'est accroché, s'est maintenu au pouvoir par tous les moyens possibles. Et c'est dans cet élan que l'opération Épervier a été créée. Opération Épervier. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais, chers compatriotes, chers Camerounais, j'aimerais attirer votre attention sur cette opération Épervier-là. Est-ce que vous en entendez encore parler? Vous entendez encore parler de l'opération Épervier? Non. C'est tout simplement parce que les Essingans qui ont créé cette histoire-là ont réussi à abattre toutes les personnes ou les personnalités qui étaient susceptibles de contrecarrer leur plan de confisquer le pouvoir, de confisquer l'essentiel de l'appareil de l'État ad vitam aeternam. Parce que l'opération Épervier a été créée en 2004. Et l'opération Épervier est créée en 2004. Pourquoi?
parce que c'était pour préparer 2011. Parce qu'en 2004, à l'issue de la présidentielle du 11 octobre 2004, selon l'article 6.2 de la Constitution du 18 janvier, je crois, 1996, à l'époque du moins, en l'état de la Constitution à l'époque, Paul Biya devait entamer son dernier mandat, puisque la Constitution ne lui permettait plus de briguer un autre mandat en 2011. Alors, certains proches collaborateurs de Paul Biya ont donc commencé à saliver que bon, comme le vieux ne sera plus là, préparons-nous. Voilà pourquoi l'opération Épervier a été créée par Essingan. C'est vrai que Eno Meyome avait publié un ouvrage là, je crois, en 2014, bon, quand il était en prison, où il parlait du Géboulou. Le Géboulou, c'est-à-dire que c'est cette élite originaire du Sud, c'est-à-dire que qui sont pour la plupart des proches parents, des cousins, des frères de Paul Biya, qui ont engagé une guerre contre certains, c'est-à-dire que des hauts cadres de l'administration camerounaise, des ministres, des DG et autres, qui dégageaient un certain charisme présidentiel. Donc, Eno Meyome avait publié un livre de ce genre. J'accuse le Géboulou au Cameroun. Mais moi, je vais parler de Essingan. C'est donc Essingan qui a créé l'opération Épervier. Bon, comme vous le savez, l'opération Épervier a fait beaucoup de victimes. Et la plupart des victimes de l'opération Épervier, ce sont des originaires du centre-sud-est. Mais alors, la fine fleur de l'élite Beti, les Abba Polycarpe, on a vu le résultat qu'il a produit pendant qu'il était directeur des impôts. Lorsqu'il était directeur des impôts, il a occupé un autre poste, ministre de l'économie et des finances. On a vu que c'est grâce à lui que le Cameroun a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Malheureusement, les Essingan, les Géboulou, tout ce que vous voulez, se sont mobilisés. Allez hop, on l'a abattu en plein vol. Aujourd'hui, il croupit toujours dans une cellule au secrétariat d'État à la Défense, au CED. Vous avez Oulangna Wono. On a vu un docteur en droit, etc. On a vu les résultats qu'il a produits lorsqu'il était ministre de la Santé. Qu'est-ce que les Essingan ont fait? Allez, ils l'ont zigouillé. Bon, zigouillé entre guillemets politiquement. Et aujourd'hui, il croupit à la prison centrale de Konengi. Je ne parlerai pas d'Atan Mbara. Je ne parlerai pas de Jean-Baptiste Nguiniefa. Je ne parlerai pas de Marafa Amidou Yaya, qui était l'espoir pour le Grand Nord de reprendre le pouvoir qu'il a confié à un sudiste. Voilà Marafa aussi. Parce que Marafa avait dit de manière ouverte à Paul Biya que le mandat qu'il a entamé en 2000, à l'issue des élections, de l'élection présidentielle de 2004 devrait être le dernier que Paul Biya devait négocier. Alors, Paul Biya n'ayant donc pas apprécié cela, ou si vous voulez, le club Essingan, n'ayant donc pas apprécié cela, a donc décidé de le détruire, de l'abattre politiquement. Alors, à travers les services secrets camerounais, contrôlés par le club Essingan, on a fabriqué une histoire d'Albatros, pour faire de l'achat de l'avion présidentiel. Allez, on a organisé, le Essingan a organisé une parodie de procès
à l'issue de laquelle Marafa a été condamné à 20 ans de prison. Et en le condamnant à 20 ans de prison ferme, on salissait son casier judiciaire et c'était terminé politiquement pour Marafa Hamidou Yahya. Donc l'opération Épervier, en fait, c'est Essingan qui a créé cela pour détruire ses adversaires politiques. C'est de cela qu'il est question. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus dans certains journaux camerounais que oh, tel ministre, on va l'arrêter demain. Oh, sale temps pour tel ministre, bientôt il va être arrêté. Est-ce que vous lisez encore des trucs comme ça là dans la presse? Non. C'est parce que l'objectif de Essingan a été atteint. L'objectif d'Essingan a été atteint. Sauf que, en ce moment, au sein d'Essingan, c'est-à-dire qu'après avoir, parce que la dernière personne que Essingan devait abattre à tout prix et à tous les prix, c'était Edgar Alain Mebongo. Après qu'il ait été neutralisé, après que Mebongo ait été neutralisé par Essingan, il faut donc maintenant envisager l'avenir. Sauf que, présentement, ce n'est pas la belle entente, puisqu'il y a des clans qui se sont créés au sein du club Essingan. D'un côté, vous avez le clan des Boulous, qui est incarné par Franck Beya. De l'autre, vous avez le clan de l'homme à la punk, Ngongo Ferdinand, le clan des Nanga. C'est-à-dire que les deux camps s'affrontent. Pour le moment, c'est à fleuret moucheté, comme on dit souvent. C'est-à-dire que il s'agit des batailles qui sont encore sourdes, donc qui ne sont pas encore manifestes. Mais ce que je pense de cette bataille de clans entre les Nanga et les Boulous, c'est que Ngongo qui se vante là, Ngongo qui dit qu'il a le pouvoir du décret depuis qu'il est ministre d'État, le secrétaire général à la présidence, etc. Parce que Paul Biya, lui, ça ne vaut plus la peine. Vous avez vu tout récemment là, sur une photo avec sa femme, quand sa femme fêtait son 52e ou 51e ou 2e anniversaire. Vous-même, vous avez vu sa photo, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ça a se demander si il savait même où il se trouvait ce jour-là quand il prenait la photo. Il n'est plus conscient, il a des trous de mémoire et tout ça là. C'est fini. Il est comme une bougie qui est en train de fondre. Donc c'est Ngongo en ce moment qui dirige le pays. Sauf que Ngongo a très peu de chances de s'en sortir. Je m'explique. Vous savez, le Cameroun, quoi qu'on dise, c'est le précaré français. Le Cameroun, c'est le précaré français. Donc ça veut dire que la France, à travers ses services secrets, la DGSE, a une haute main sur le pays. Alors, je vois mal un Ngongo succéder à Paul Biya sans avoir le contrôle sur... D'abord, quand on regarde, pour avoir le pouvoir, il faut contrôler le renseignement. Or, quand vous regardez la DGRE du Cameroun, qui contrôle la DGRE, c'est le clan des Boulous. Vous voyez les Éco Maxime et tout ça là. C'est-à-dire qu'il est du clan des Boulous. La seule chose que Ngongo contrôle en ce moment, c'est le gouvernement, une bonne partie du gouvernement, c'est le BI. Il n'a pas de contrôle sur la garde présidentielle, puisque c'est un membre du clan Boulou qui dirige cette histoire, le colonel Beko Abondo.
Il n'a aucun contrôle, même sur la garde présidentielle. Le général Aivo. Et tout récemment, quand j'avais annoncé que Ngongo a été mis sous surveillance, parce que bon, j'ai été un peu entourloupé par ma source, il s'agissait de la mise sous surveillance et non de la résidence surveillée. Donc je profite de l'occasion pour rectifier cela. Alors, tout récemment, là, Ngongo a été mis sous surveillance par la DGRE après son séjour à Garoua pour les histoires de la CAN 2021 là. Ça veut dire que Ngongo ne contrôle pas les services. C'est-à-dire que les services tant intérieurs qu'intérieurs, parce qu'il y a deux types de services secrets. Il y a les services secrets intérieurs au Cameroun et c'est la direction de la surveillance du territoire qui dépend de la DGSN, donc la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Donc, c'est la DST qui est en charge du renseignement intérieur. Or, qui est le patron de la DGSN? C'est Mbarangele. Le patron de la DGR, de la DGSN, c'est Mbarangele, Martin Mbarangele. Et vous-même, vous savez que vous-même, vous savez qu'il arrive des moments où, entre Mbarangele et Ngongo, le courant ne passe vraiment pas. Bon, vous allez au niveau de l'armée. Parce que c'est-à-dire que qui a la haute main sur l'armée et sur les finances, contrôle le pouvoir, a le pouvoir, hein? Qui a la haute main sur, c'est-à-dire que les services de sécurité et l'argent a le pouvoir. Or, au sein des services de sécurité, Ngongo ne contrôle que le BI. Et le patron du BI, c'est son ami israélien là, Ira Mouas. Il ne contrôle que le BI, il ne contrôle qu'une bonne partie du gouvernement. Mais il n'a pas de contrôle sur l'argent, puisque le trésor public, qui sont ceux qui gèrent le trésor public, c'est le clan des Boulous. Lui, Paul Moutazé, c'est lui le ministre des Finances, non? Or, entre Ngongo et Moutazé, le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas. Alors, Ngongo va prétendre, Ngongo qui se vante là, il fait ses épaules comme ça, là, avec la punk et tout ça. Il dit qu'il veut prendre le pouvoir. Monsieur, tu ne prendras jamais le pouvoir au Cameroun. Oublie ça. Oublie. 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 Tu ne prendras jamais le pouvoir au Cameroun. Il contrôle même d'abord quoi? En dehors du BI, il contrôle rien. Rien. Ou alors la gendarmerie, comme c'est son pion qui est au sein de la Etoga Max, comment il s'appelle? Galax. En dehors la gendarmerie, peut-être du BI et tout ça. Mais est-ce qu'il contrôle la garde présidentielle? Non. Est-ce qu'il contrôle la DST? Non. Alors, comment est-ce qu'il peut prétendre... Ah, et surtout que les services secrets français ne le portent même pas dans leur cœur. Les services secrets français cherchent à tout faire pour neutraliser Ngongo parce que Ngongo est en train de permettre qu'Israël rogne une partie des intérêts de la France au Cameroun. Ah oui. Donc, c'est en ce moment, l'avantage revient à Franck Biya. Parce qu'une partie, je dis bien une bonne partie, des généraux de l'armée camerounaise ont déjà fait allégeance à Franck Biya. Ça, il faut le dire. Donc, vous voyez, en ce moment, les deux clans se regardent en chien de faïence. Ils se regardent en chien de faïence. Et il suffit seulement que Biya ferme les yeux, un de ces quatre. Vous allez voir comment le Cameroun va exploser. Ah oui. Et
Et pendant que les deux clans, le clan Bulu et le clan des Nanga, c'est-à-dire qu'au sein de Essingang, pendant que les deux clans se regardent en chien de faïence, mes frères Wadjo sont là, hein, à l'affût. Ils disent que nous, on vous observe, hein, ce que vous êtes en train de vouloir faire là, on n'est pas avec vous. Hein. Allez, nous, on ne va pas se laisser faire. Vous vous rappelez de ce que Aboubakar Ousmane Mey avait déclaré il y a quelques mois sur Equinox. L'extrait circule même là sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez très bien ce que Aboubakar Ousmane Mey avait dit, il avait déclaré, nous sommes, nous, du Nord, c'est-à-dire que nous, les originaires du Grand Nord, nous observons qu'il y a bel et bien une bataille entre les Boulous et les Nanga, etc., etc. Nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons nous battre. C'est ce qu'il a déclaré sur Equinox. Je parle bien de Aboubakar Ousmane Mey, le fils de l'ancien tout-puissant gouverneur de la province du Nord. Un fidèle des fidèles d'Amadou Ahidjo. Et vous vous rappelez que l'année dernière, il y a une rébellion qui a émergé au niveau du Grand Nord. Donc, les Essingans qui pensent que le pouvoir leur appartient, qui sont les seigneurs, peuple de la forêt, nés pour gouverner là. Sachez que vous aurez affaire à une rébellion, vous aurez à affronter une rébellion. Sachez-le. Comme vous dites que vous voulez vous accrocher au pouvoir là. Et mesdames et messieurs, ce qui est plus grave dans cette histoire, c'est que ces membres du club Essingang qui ont confisqué, qui ont fait main basse sur la République du Cameroun, ont amassé tellement d'argent. Ils ont amassé tellement d'argent, un trésor de guerre, qu'ils sont prêts à tout, mais alors à tout, pour reprendre le pouvoir par la force, s'il leur arrivait de le perdre. Vous avez lu, c'est-à-dire que vous avez suivi l'extrait de l'ouvrage sur Fauchivé que j'ai partagé avec vous tout à l'heure. Il a bel et bien dit qu'il s'agit d'un clan qui est puissamment armé. Et s'il vous plaît, ces gens, c'est-à-dire que ces Essingans, sont puissamment armés. Et ils sont parés à toute éventualité. C'est-à-dire que c'est le genre que si il leur arrive de perdre le pouvoir, ils sont prêts à déclarer une sécession. C'est-à-dire que à déclarer la sécession, à mener une guerre de sécession pour que le centre-sud-est fasse sécession de la République du Cameroun. Ou alors à créer un État fédéré. Et quand vous voyez l'agent des services de renseignement là, qui s'appelle Armand Willy, promouvoir la fédération et quand vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien? C'est parce qu'ils sont en train de se préparer. Hein? Ils sont en train de se préparer à reprendre le pouvoir par la force. C'est-à-dire qu'ils sont parés à l'éventualité de perdre le pouvoir qu'ils sont en train de contrôler là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ils ont amassé les grands projets structurants là, dont vous entendez parler. D'ailleurs, la plupart de ces grands projets là, les barrages, les autoroutes, machin chouette là, tous ces grands projets là ont été menés, ont été construits chez eux. C'est-à-dire qu'au sud, au centre-sud, la plupart. Combien de ces grands projets ont été inaugurés par Paul Biya? C'est tout simplement parce que c'est-à-dire que ces grands projets structurants-là n'étaient ni plus ni moins qu'un prétexte pour Essingan de détourner le maximum d'argent possible pour acheter les armes et se préparer
à une guerre de sécession ou à un conflit au cas où, c'est-à-dire qu'à reprendre le pouvoir par la force au cas où il venait, cet Essingan-là, à le perdre. C'est de cela qu'il est question. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. L'année dernière, j'ai diffusé ici même, sur cette chaîne YouTube, les propos de Christophe Junior Zogo, un ancien commissaire de police. Il a déclaré qu'il se fait le porte-parole de cette mouvance, de ce mouvement qui consiste à déclarer, c'est-à-dire que qui consiste à dire à tous ceux qui se battent, qui seraient tentés de vouloir ravir le pouvoir aux Ekambeti. C'est-à-dire que Junior Zogo a déclaré, c'était au cours d'un direct sur son mur, sur son compte Facebook, il a déclaré que si les Ekambeti venaient à perdre le pouvoir, soit ils vont déclarer la sécession de l'État Ekan, soit ils vont proclamer un État fédéré Ekan. Junior Zogo l'a dit, et je vous invite d'ailleurs à écouter ses propos, mesdames et messieurs. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En cas d'accession à l'indépendance de l'Amazonie, en cas d'accession au pouvoir par la force des extrémistes bamileke, en cas de tentative d'épuration ethnique des États, si un extrémiste sournois et hypocrite accède au pouvoir après le président Paul Biya, nous les États, nous avons deux options. Première option, le fédéralisme. Ceux qui pensaient que je suis contre, non, j'ai estimé que le fédéralisme n'était pas opportun. Nous n'étions pas d'accord parce que le président Paul Biya, pour le moment, est pour le régionalisme. Écoutez bien mon propos. Nous suivons l'option du président Biya jusqu'au bout. Sinon, par malheur, après le président Biya, les gens refusent de vivre ensemble tel qu'ils le font. Parce que les ambassadeurs disent qu'ils ne veulent pas vivre avec nous. Tu ne peux pas forcer la fraternité avec quelqu'un qui ne se reconnaît pas comme Camerounais. Ils disent qu'ils sont ambassadeurs. Et l'Amérique dit qu'il faut une solution. Quelle solution? Les ambassadeurs refusent le fédéralisme. Ils refusent le régionalisme. Que veulent-ils? L'indépendance. Si après donc, parce que protéger un peuple, il faut sortir de l'angélisme et de la naïveté. Nous suivons le président Paul Biya, nous sommes pour la décentralisation et le régionalisme. Mettez les cœurs. Sinon, après le président Biya, il y a, parce que quand tu m'as dit que le direct est signalisé à cause de ça, l'Amazonie accède à l'indépendance avec l'aide des Américains et des Occidentaux. Écoutez bien. Ici, un extrémiste américain comme Maurice Kamto ou Albert Zonga accède au pouvoir. Et s'il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir après Biya, qui joue le jeu, il n'est pas extrémiste, mais après il veut exterminer les États, malheureusement, nous aurons deux solutions. Première solution, le fédéralisme. Que chacun reste chez lui. Mais comme je vois ce qui se passe aux États-Unis, avec Donald Trump, Joe Biden, chaque État a ses lois, c'est le désordre. Avec le fédéralisme, nous ne voulons pas qu'à un moment donné, quelqu'un vienne nous dire que nous étions chez vous, nous avons payé les impôts. C'est pour ça que moi, je vais m'aligner avec le président Biya sur l'option de l'indépendance des États. Les États. Et je dis bien, je répète mes mots, si les Américains accordent l'indépendance à l'Amazonie, les États vont quitter le Cameroun. Nous allons proclamer l'indépendance. Et pour terminer, il y a une chose que je suis en train de subodorer. Le livre que mon frère là, Cabral Libi Lingué, est en train de promouvoir, le fédéralisme communautaire, etc. Je crains que ce livre s'inscrive dans l'agenda de la fédération Ekan
que les Essingans sont eux aussi en train de promouvoir de leur côté. Je crains. Parce que quand du côté des anglophones là, Maître Agborbala avait déclaré qu'il est pour le fédéralisme, Paul Biya l'a pris et l'a jeté en prison. C'était en 2016, je crois, ou en 2017. C'est-à-dire qu'il a seulement évoqué le retour au fédéralisme. On l'a pris, on l'a jeté en prison en lui disant, écoutez, l'unité et l'intégrité du Cameroun sont saines et sauves. Donc, votre histoire de fédéralisme là, porte atteinte à l'intégrité du pays. Allez, on l'a pris, on l'a jeté en prison. Or, voilà mon frère Cabral Liby qui se balade dans tout le pays avec son livre au fédéralisme communautaire. On ne lui fait rien. On ne lui fait rien. On ne le menace pas, on ne le rappelle pas à l'ordre. Je dis, mais c'est là où... Cela m'a amené à me demander si en fait ce livre-là sur le fédéralisme communautaire n'est pas la caution intellectuelle de la fédération et quand que les Essingans agitent aux autres Camerounais au cas où il leur arrivait de perdre le pouvoir suprême et ses avantages. Je pense qu'il faut que les Camerounais soient vigilants. Il faut que les Camerounais soient vigilants. Ce pays qui nous est cher, ce Cameroun-là est assis sur un volcan. Un volcan qui peut entrer en éruption à tout moment. À tout moment. Donc, chers compatriotes, soyez prêts à faire face à une guerre civile au Cameroun. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à écouter cette vidéo et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.